C'est-à-dire de commencer par fabriquer en Chine, mais finalement de venir assembler ici. Parce que c'est déjà un pas dans le transfert de technologie. Parce que les ouvriers qui vont assembler cela, à la limite verront comment ça fonctionne, y compris parfois jusqu'au moteur. Voilà. Et donc d'ici une dizaine d'années, on aura effectivement des Camerounais capables de produire. Ça, c'est vraiment le genre de projet qui, à mon sens, mérite d'être accompagné. Merci, monsieur. Bon après-midi à tout le monde. Good afternoon, everybody. Really very delighted to be here this afternoon with you. In a particular session, to some extent, we are building history of our country because this is the very first time a political leader will go and meet the entrepreneurs. And I'm very happy that you were able to give me this opportunity to talk to you on my vision, not all aspects of my program, but at least more especially some few ideas I have in the field of technological enterprises, technological business, and technological future of our country. Although I have some small experience in the field of enterprises, creation of enterprises, because in another life, I managed to create Brain Trust Consulting, which was a law firm. And it was killed by what you know. And I was amongst those who created in 1994, I guess, or some years after, the newspaper called Mutation. But I come here with humility to learn from you. Although I have some ideas of what can be done in your own field, I'm convinced that you know far better than me. What are the obstacles, the difficulties, and what are the possible solutions to those difficulties? I want to finalize, to fine-tune my program with your input. That's why I'm here to learn from you. It will be a give and take session. So please, feel free. My speech will be very short because I would like to give the floor to everybody in the room to share with me his own preoccupations, vision, and possible solutions on this matter. Je viens ici, disais-je, avec beaucoup d'humilité parce que bien que je sois passionné de ce qui touche à la technologie et aux entreprises du secteur technologique, je suis conscient de mes limites en la matière, quelle que soit ma curiosité. Et vous qui êtes sur le terrain, vous êtes infiniment mieux placés pour partager avec moi, avec nous ici, vos difficultés et surtout vos attentes. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que le secteur technologique soit demain un des secteurs moteurs de l'économie camerounaise? Nous avons certes beaucoup de ressources dans notre pays, de ressources naturelles. Mais nous sommes tous très conscients qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, rares sont les pays qui fondent leur développement uniquement sur les ressources, l'exploitation des ressources naturelles. Parce que, d'abord, ce sont des entreprises qui nécessitent de très forts niveaux de capitalisation. Deuxièmement, parce que la compétition est également rude dans ce secteur puisque beaucoup de pays, en tout cas un certain nombre de pays importants, ont également les ressources que nous avons. Quand nous parlons du minerai de fer, nous ne sommes pas les premiers en Afrique, loin s'en faut. Par exemple, la Guinée est de loin devant nous. Bonjour à tous les amis et bienvenue sur Afro TV. Maurice Kamto multiplie les sessions de ce que lui-même il appelle dans la vidéo que vous allez regarder tout de suite Give and Take Session. Des rencontres,
d'échanges, de donner, de recevoir, il ne fait que les multiplier depuis un certain moment. On l'a vu avec les enseignants. Et dans cette vidéo particulièrement, il rencontre des entrepreneurs technologiques, certains dont il nous dit qu'il constituera l'un des moteurs de développement, l'un des moteurs de l'économie du Cameroun. Est-ce ces rencontres, et celle-ci en particulier, est-ce que ça fait partie de sa stratégie politique? Est-ce que c'est une ambition politique simplement ou une volonté réelle de changement? Chacun se fait son avis tout de suite. Et après, on en parle. Et on pourrait citer d'autres pays. Quand nous parlons de pétrole, nous ne sommes qu'un petit producteur. Même si nous n'avons pas les chiffres officiels, je peux vous assurer que des pays comme l'Angola, des pays, je ne parle même pas du Nigeria et autres, seront toujours devant nous parce que nous avons une idée de leurs réserves. Donc, c'est en réalité le secteur technologique qui va, à mon sens, dans les années à venir, dans les décennies à venir, être vraiment le levier de développement dans les pays qui ont su préparer la révolution technologique. J'ai l'impression que, de ce point de vue, vous, les acteurs de terrain, vous, la jeunesse, c'est ce qui me fascine dans cette salle. C'est une salle de jeunes. Donc vous, la jeunesse, vous êtes plus conscients et vous battez justement pour faire naître un secteur comme celui-là dans notre pays et que peut-être nous, les hommes publics, nous en sommes relativement moins conscients parce que on n'a pas encore mis en place tout le cadre législatif et réglementaire approprié. On n'a pas encore mis en place les outils financiers appropriés. On n'a pas mis encore en place les cadres. Par exemple, les incubateurs d'entreprises. Par exemple, j'allais dire un marché camerounais local d'échange entre les entreprises du secteur technologique et les possibilités de financement. J'ai vu ça au Kenya, j'ai vu cela dans quelques autres pays, mais cela tarde à être mis en place chez nous. On peut faire des choses ponctuelles, mais ça ne sert pas de politique. Ça ne peut pas remplacer une politique qui implique une vision à long terme. Et ce que j'aimerais partager avec vous, c'est vraiment ma conviction dans le fait que ce n'est pas en dehors, mais en plus de nos ressources naturelles, le développement du secteur technologique est celui qui va non seulement donner vraiment de l'élan à notre économie, mais nous mettre à l'abri de beaucoup de choses. Quand on parle du secteur technologique, le spectre est aujourd'hui tellement large. Les aspects qui sont concernés que un pays conscient, un pays ambitieux ne peut pas ne pas consacrer les moyens nécessaires au développement de ce secteur. Je ne toucherai pas ici à un domaine hyper sensible, qui est le secteur de la défense, qui est une de mes préoccupations majeures, où la technologie est essentielle et les divers conflits armés le montrent aujourd'hui. Donc, je voudrais, à cet égard, attirer votre attention sur 2 ou 3 points. Le fait que pour nous, développer le secteur technologique suppose la mise en place, et cela fait le lien avec une précédente réunion que j'ai eue avec les enseignants, des cursus, des filières de formation conséquentes. On peut, par talent naturel, par don naturel, essayer, comme nous le voyons dans nos quartiers, de mettre au point ci ou ça. Mais rien ne remplacera le niveau d'éducation qui permet d'exploiter au mieux les possibilités qui s'offrent aujourd'hui. C'est pour cela que, même pour vous qui êtes à la tête d'entreprises technologiques, vous avez besoin d'un personnel qualifié, justement pour accroître votre potentiel. Donc nous devons être conscients de cela pour mettre en place le système éducatif que nous voulons mettre en place demain. J'ai consacré un long moment là-dessus avec les enseignants dernièrement, je ne vais pas revenir là-dessus. Donc pour moi, c'est un point capital, mettre en place des filières de formation. Non seulement pour que vous ayez des partenaires, des employés qualifiés, mais pour que eux-mêmes prennent la mesure de l'importance de la technologie dans les mutations sociales et économiques qui sont devant nous. Donc la formation. La deuxième chose, c'est l'encadrement. L'État doit faire sa part. Voyez-vous,
les pouvoirs publics, par exemple, prennent des risques dans certains domaines en mettant de l'argent. On va prendre un risque en disant, bon voilà, on va mettre en place une ligne de financement pour booster, par exemple, la filière tubercule, booster la production du maïs, booster la production de cacao. Pourquoi on ne met pas en place des outils pour booster la créativité technologique? Pourquoi on ne parie pas sur les entreprises technologiques qui pourraient justement non seulement put Cameroon on the map, c'est-à-dire lorsque vous avez un succès technologique, ça met directement le pays sur la carte du monde. Vous voyez, bon, pour que le Cameroun se singularise dans la production agricole, il faut battre tous les grands pays de production agricole. Si vous voulez faire du maïs, il faut battre le Zimbabwe, il faut battre le Brésil, il faut battre je ne sais pas combien de pays. Mais si vous avez une entreprise de la tech qui marche au Cameroun, si vous créez un réseau social camerounais comme Dicalo, je ne sais pas si son président, son directeur est là, mais j'ai parlé de lui depuis 2018 déjà parce que je suivais cela, ça m'a toujours intéressé. Ou bien si vous mettez en place d'autres entreprises du secteur technologique qui marchent, j'ai vu qu'il y avait des jeunes Camerounais qui étaient parmi les premiers dans la fabrication des drones, dans le montage des drones ici. Tout de suite, ça fait la différence sur la scène internationale, mais également sur la rentabilité économique. Donc, la deuxième chose, c'est que l'État doit prendre vraiment, et ça c'est notre engagement personnel, le taureau par les cornes, de deux manières. Premièrement, sur le financement. Je pense qu'en dehors du capital risque que certaines entreprises ou certaines banques mettent en place, et même en dehors, dans le cadre même du capital risque, l'État peut entrer dans le capital risque. Je dis souvent qu'on n'a pas besoin de créer, on va pas aller pour chaque secteur créer une banque, parce que j'ai dit on commet souvent l'erreur chez nous de ne pas apprendre les leçons de notre passé. Vous dites vous faites une banque agricole, vous ne vous demandez pas pourquoi la banque agricole a échoué hier. Vous faites une banque de PME, mais vous vous demandez pas pourquoi ça a échoué. Et si je vais plus loin, il faudrait peut-être créer une banque des entreprises du secteur technologique. J'ai dit non. Il faut ouvrir des lignes de crédit dans les institutions financières existantes. Vous ouvrez une ligne de crédit, vous pouvez vous associer au capital risqueur et chaque année, effectivement, organiser au Cameroun un forum où, je reprends ce que j'ai vu au Kenya parce que j'en ai été témoin. Les gens venaient de l'île Maurice, d'Afrique du Sud, d'un certain nombre de pays, se retrouvent au Kenya et les jeunes présentent leurs entreprises ou leurs projets même parfois. Concret. Et à la fin, on examine, on décide si on met 2 millions de dollars ou 1 million de dollars ou 5 millions de dollars à sa disposition parce que c'est une prise de risque. Voilà. Et donc, je pense que ça, nous devons pouvoir faire ça au Cameroun. La deuxième chose, c'est que il est temps que l'État crée des incubateurs ou contribue à créer des incubateurs. J'ai dit, quand j'ai vu à l'époque, avant que la Covid-19 vienne tout arrêter, qu'il y avait, encore sur l'initiative des jeunes que vous êtes, il y avait le Silicon Mountain dans le sud-ouest, à Boya. Ce sont des jeunes Camerounais, leur propre initiative. Et vous voyez, la différence, c'est que ils avaient de la clientèle à l'étranger, à l'international. Donc, en réalité, ils ramenaient au Cameroun de l'argent frais net à cause, justement, des performances technologiques de leur secteur. Et donc, il faut réactiver. We have to rekindle this type of enterprises. Il faut réactiver et accompagner et ne plus laisser simplement que les jeunes se débrouillent tout seuls, mais dire comment accompagner, c'est pas nécessairement tout le temps mettre de l'argent. Quand j'entends par incubateur, entre autres aussi, les cadres, j'ai toujours dit, et je soutiens aujourd'hui encore l'idée, que si dans un certain nombre de grandes localités camerounaises, à Douala, à Yaoundé, peut-être dans un certain nombre de capitales régionales, vous arrivez à mettre en place des incubateurs, des lieux où les jeunes peuvent venir, avoir un accès gratuit au débit à Internet, où
ils ont l'électricité, l'eau, ils n'ont aucun loyer à payer, mais chacun sait que il est admis là avec un projet qui est en gestation et qu'il a 6 mois ou 1 an, dépendamment du projet, pour être au point. Vous verrez une différence. Vous allez avoir 50, 100 pépinières. À la fin, peut-être, vous en aurez 2, 3, 4, mais qui sont vraiment solides pour faire la compétition. Ça, c'est le rôle de l'État. C'est le rôle des pouvoirs publics. Et je pense vraiment que ce ne sont pas des choses qui sont à notre portée, hors de notre portée, pardon. Miser, on va dire quoi? 50 millions de dollars sur un projet comme celui-là, c'est quoi? C'est rien pour l'État camerounais. Peut-être pour d'autres pays, c'est énorme, mais c'est rien pour l'État camerounais. Et c'est rien à côté d'autres types de risques que l'État prend, même dans le domaine entrepreneurial. Or, si je vous dis d'expérience, et les Camerounais sont talentueux comme tout le monde le sait, mais je vous dis que si vous dites il y a 50 jeunes qui sont en incubation à Yaoundé, 50 à Douala, 10, je sais pas moi, dans telle ou telle autre ville, à Boya, à machin et tout, je dis qu'à la fin de la journée, vous ne pourrez pas manquer 3, 4 ou 5 qui se distinguent avec des projets bancables et que l'on peut porter à un autre niveau. Troisième point, c'est d'assurer aux jeunes entreprises du secteur des technologies que vous êtes, mais dans d'autres secteurs aussi, et moi j'en prends l'engagement devant les Camerounais, si nous sommes en capacité, ou lorsque nous serons en capacité de gérer les affaires de ce pays, la commande publique sera donnée en priorité aux entreprises camerounaises. La commande publique. Parce que c'est de cette façon-là seulement que vous faites naître des entreprises d'une certaine taille. Non pas à n'importe quel prix. Je prends un exemple qui n'est pas nécessairement dans le secteur de technologie. J'ai dit, si vous décidez de passer toutes les commandes publiques de l'ameublement des bureaux de l'État administratif aux jeunes Camerounais, vous n'avez aucune idée de combien d'argent vous gardez dans le pays, ni aucune idée de combien d'emplois vous créez. Vous voyez, ici à Douala comme à Yaoundé, vous voyez des zones entières couvertes de meubles. Plus ou moins bien finis, peu importe. Ça, j'en suis conscient. C'est pour ça que je parlais de formation. C'est pour cela que nous parlons de centres de métiers. Ces jeunes qui font déjà cela, en fait, dans la débrouillardise, si vous les recyclez sur 6 mois et que vous leur donnez la possibilité d'avoir des équipements pour faire de bons meubles, ils vont le faire. Et donc, vous pouvez effectivement leur passer la commande publique au lieu d'aller acheter à 20 000 km d'ici des meubles en bois, mais qui n'en sont pas, qui sont en réalité de la sciure compactée ou des choses comme ça. En fait, des déchets de bois, nous avons ici. Et donc, si vous faites la même chose pour les entreprises du secteur technologique, par exemple, une de nos ambitions, c'est la digitalisation complète, e-governance. Il faut dépoussiérer la paperasse. Il faut enlever ça. On peut enlever, ça va pas se faire du jour au lendemain, mais on peut déjà diminuer 50% de la paperasse. Ça va diminuer la corruption. Ça va diminuer la circulation du cash dans les administrations publiques. Ça va effectivement moderniser notre administration, même en termes d'efficacité. Parce que, vous le savez comme moi, vous êtes des chefs d'entreprise, que si vous digitalisez l'administration, cela veut dire qu'on peut automatiquement, aujourd'hui on le sait, mais on peut automatiquement savoir à quel niveau se trouve le traitement de tel dossier. Or, aujourd'hui, moi, quand j'étais actif dans l'administration, on a essayé de faire, mais manuellement, c'est-à-dire que chacun doit mettre sur le dossier qui est devant lui à quelle date c'est entré chez lui et déchargé. Mais ça, c'est fastidieux aussi, à la fin, parce qu'après, il faut que les gens suivent. Ah oui, le dossier a bloqué dans telle direction parce que... Aujourd'hui, nous pouvons, par le biais de la digitalisation, savoir qu'à telle heure c'est entré chez vous. Et dans 24 heures, 48 heures, 72 heures, ça doit être sorti. Donc, je pense que par ce biais, mais ça, c'est la technologie. Ça, c'est vous, c'est le secteur de la technologie. Pour ne prendre que cette expérience de la digitalisation. Nous voulons demain, par exemple, avoir au Cameroun un identifiant unique. C'est-à-dire une carte unique. Quand vous avez cette carte, tout votre identifiant est là-dessus. C'est pas la peine d'avoir 1000 cartes pour la sécurité sociale, pour une carte d'identité. Si vous avez une carte, c'est même pour la sécurité, c'est meilleur pour un pays. C'est ce que des pays comme les États-Unis ou d'autres pratiquent. Ce qui fait que vous êtes traçable de ce point de vue. Donc, qui
c'est qui met au point cela? Là, je ne parle même que du secteur public. Hein. Donc, cette digitalisation ou identifiant unique, ce sont les entreprises du secteur de technologie. C'est vous. Donc, je peux multiplier un peu comme ça les choses qui peuvent être faites. Je suis de près, autant que faire se peut et autant que l'information me soit accessible, ce qui est fait dans votre secteur. Les entreprises qui essayent de bouger, je connais pas toujours forcément les créateurs de ces entreprises, mais j'ai vu, je vous ai parlé des drones, j'ai vu d'ailleurs, il y a pas longtemps, signaler une nouvelle entreprise qui travaille dans le domaine des drones, la production des drones, c'est un jeune qui serait sorti de l'université de Maroua. J'ai vu ça. Ça, c'est très, très, très encourageant dans un pays. Il y a beaucoup d'autres choses à faire dans ce domaine-là. J'ajoute, en ce qui me concerne, que l'accent à mettre sur le secteur technologique, doit être défini aussi en fonction des capacités des entreprises existantes. Parce que vous ne pouvez vous lancer sérieusement dans ces secteurs-là qu'en sachant déjà là où il y a des niches et où il y a des gens qui se portent. Vous voyez, aujourd'hui, en Afrique, il y a à peu près trois grands pays qui ont une vraie politique en matière d'intelligence artificielle. Donc, il y a le Maroc, notamment, qui a créé pratiquement une sorte d'académie d'intelligence artificielle. Mais nous savons aujourd'hui combien l'intelligence artificielle est déterminante et fait la différence, même par rapport aux technologies classiques. Comment l'intelligence artificielle peut accroître les performances de ces technologies et tout. Et donc, il faut demain, y compris avec votre aide, non pas au sens financier, mais à votre aide dans la conception de l'affaire, créer vraiment un institut, une académie, appelez ça, ou un centre, appelez ça comme vous voulez, d'intelligence artificielle. Où l'on enseigne, mais où on voit aussi les applications. Parce qu'à partir de là, ça peut vous donner des idées d'entreprise. Voyez-vous, en 2020, j'étais en tournée à l'extérieur. Et j'avais toujours pensé qu'un pays comme le nôtre fonctionne un peu comme s'il n'avait pas de voisins. Les choses bougent à côté de nous, mais nous n'observons pas. Quand j'ai constaté, par exemple, qu'un pays, notre grand voisin de l'Ouest, le Nigeria, avait son centre spatial à Abuja, que j'ai vu pratiquement en face de l'hôtel qui était Hilton à l'époque, enfin, où on logeait. Je vous parle d'une affaire, maintenant, ça fait plus de 10 ou 15 ans. 15 ans. Mais nous n'avons même pas un début de commencement d'embryon spatial. Il ne s'agit pas d'envoyer des fusées, nécessairement. Dans l'espace, il y a à boire et à manger. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, vous avez vu ce que Starlink fait. Voilà, il exploite l'orbite basse pour effectivement permettre la connexion Wi-Fi comme on n'en a jamais eu. Ça, c'est toujours le spatial. Hein. Donc, il ne faut pas que les gens, quand on parle de spatial, voient déjà simplement qu'on envoie une fusée sur la Lune ou sur Mars. C'est de dire quelles sont les possibilités que ça offre. Or, vous avez vu que pratiquement, et je ne parle même pas du Nigeria, le Nigeria a commencé son premier satellite, la fabrication du premier avec les Chinois, il a fait le deuxième avec les Britanniques, il a fait le troisième seul. Et maintenant, ils construisent de vrais satellites seuls. Et tout le monde s'y est mis. Mais même si nous limitions ces développements technologiques au secteur agricole, à l'exploitation que nous pouvons en faire dans le secteur agricole uniquement, en informant les producteurs à temps sur le climat, le temps, il pleut quand, il va cesser de pleuvoir quand. C'est ce que beaucoup de pays africains qui se sont lancés dans le spatial font. Ça, c'est la tech. C'est encore vous. C'est ce que font, le Sénégal a lancé le sien, qu'il a fait un peu avec les Français, et d'autres pays. Il y a une douzaine de pays en Afrique aujourd'hui qui le font. Évidemment, les Égyptiens, les Algériens, le Ghana, l'Éthiopie, j'ai même vu le Rwanda et tout. Donc,
je pense que nous avons, de ce point de vue-là, de retard sur beaucoup de secteurs et qui peut être comblé, parce que ce ne sont pas les talents qui manquent. Et c'est pour cela que je disais, ça doit être avec vous. L'État doit, parce que l'État aussi peut même vous pousser dans une direction, en fonction de ses propres projets, de ses propres ambitions technologiques pour le pays. Quand j'ai vu dans les nouvelles, un jeune Camerounais en train de monter une entreprise qui va fabriquer ses propres motos qui ne consomment pas l'énergie fossile, c'est-à-dire des motos électriques. Je crois que c'est BI. Bon, je me suis dit, il y a quelque chose qui bouge dans le bon sens. Mais comment est-ce que, je ne crois pas que des jeunes comme ça font la mendicité. Mais il faut seulement que, à partir justement d'une idée comme cela, on voit comment on peut l'exploiter si nous sommes pouvoir public, même pour résoudre nos problèmes localement. Je pense par exemple aux problèmes de transport urbain et autres. Je crois que peut-être le patron de BI que je vois dans la salle nous édifiera davantage là-dessus. Mais je pense vraiment que le secteur technologique, et je vais m'arrêter là, le secteur technologique est un secteur, je le répète, that will play a crucial role in the development of our country. We cannot focus our economy on how to alleviate poverty. It means that you have abandoned any objective or any prospect of development. We must industrialize our country, knowing that technology is the key of every single development, serious development in every country in the world. And that's why I say it again, it will be a focus. Should we be in position to rule this country tomorrow, it will be one of our focus on how to accompany every single enterprises in that sector. That's the few words I wanted to share with you. And now I would like to learn more from you to help me know what are your concerns, what are your difficulties, and what can be done in the near future to make sure that we have a vibrant technological sector in our country. Thank you very much indeed. Monsieur le Président Maurice Kamto, bon après-midi à tous les invités et à mes confrères entrepreneurs. Je suis Patrick Timani, le cofondateur de BI. C'est pour moi un plaisir de présenter notre start-up au potentiel futur président du Cameroun. BI a été créé en 2018. Déjà, je suis un ancien de la diaspora. Je suis rentré au Cameroun ici là 4 ans, après avoir passé 12 ans en Allemagne. Et lors de mon séjour au Cameroun en 2017, de l'aéroport à chez moi, j'ai fait un constat de plusieurs motos qui roulaient à vive allure. Et je me demandais, mais pourquoi est-ce que ces gens conduisent ça rapidement, sans casque? Et le chauffeur m'a dit, en fait, ces chauffeurs, la plupart ne sont pas propriétaires de leur moto. Donc, ils prennent les motos en location à un particulier au quartier parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'acheter une moto en cash. Et là, par exemple, je parle d'un chauffeur qui s'appelle M. Sama, qui est dans la salle, qui avant, il avait une vieille moto, par manque de moyens de s'acheter une moto. Donc lors de mon séjour, lorsque je rentre en Allemagne, mon associé et moi on s'est dit mais qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Comment ça se fait en Inde? Et là on a pensé à un modèle où nous pouvons le financer les motos avec des remboursements journaliers. Parce qu'ils vivent le jour le jour, ils gagnent l'argent le jour le jour, donc il faut vraiment adapter le remboursement le jour le jour. Et évidemment parce qu'aujourd'hui il n'y a que 5% d'eux qui ont accès aux services financiers et là on parle d'un besoin de près de 10 milliards de dollars en Afrique subsaharienne. Donc aujourd'hui BI a développé une plateforme où les chauffeurs peuvent postuler pour avoir une moto
Et après la moto, également avoir un téléphone. Là, c'est M. Ousmane qui est lui aussi dans la salle pour vous dire un peu plus. Donc aujourd'hui, Bi donne la moto, un smartphone et même de la micro-assurance avec des remboursements échelonnés pendant 12 ans. Et à part la moto du téléphone, nous leur donnons également du micro-crédit à travers un partenaire financier Advance, sans faire la publicité. La taille du marché, comme tantôt, on parle d'un marché tellement énorme, mais nous, pour les 3 premières années, on voulait se focaliser sur d'abord l'Afrique centrale, le Cameroun, la RCA et le Gabon. À l'impact, le but de BI n'est pas d'augmenter les besoins du Cameroun, ce n'est pas ça notre objectif. Mais on part de là pour le reconvertir dans d'autres secteurs potentiels du Cameroun. Là, par exemple, M. Sama, en question naturelle, il avait une vieille moto. Au départ, c'est un agriculteur d'Alana. Il m'a dit, boss, moi je veux rentrer dans l'Alana, mais je n'ai pas les moyens. Il dit, ok, c'est pas de problème, prends une moto, rembourse la moto, tu me demandes que tu es capable de rembourser ce crédit. Il a pris la moto, il a remboursé, il a pris une deuxième moto, et la première, il a donné ça à son employé au champ. Il a remboursé la deuxième, il a pris une troisième, il a vendu la première, il a lancé son champ d'Alana. Aujourd'hui, monsieur a un champ d'Alana à PK30, à partir de la moto. Donc, ils ont une expertise qu'ils ont, mais à cause du manque de moyens, ils sont obligés de faire la moto. Par contre, nous, on a mis un programme pour de la moto, pour les reconvertir dans un secteur plus porteur. Sur le plan technologique, bien évidemment, on parle du risque. C'est un peu fuir avec la moto. Comment on fait? Toutes ces motos sont équipées d'un GPS pour géolocaliser en temps réel la moto et également pour bloquer la moto en cas de non-remboursement. Et nous avons intégré le moyen de paiement Mobile Money pour pouvoir collecter l'argent jour par jour à travers l'application Satni vient au bureau. Et à base des données qu'on a collectées depuis il y a 5 ans, on utilise l'intelligence artificielle pour prédire le risque. Donc aujourd'hui, quand le chauffeur vient, on sait ce chauffeur, le risque est à 5, 10, 12%, et du coup on augmente son crédit par rapport au risque. C'est ça, on utilise la technologie pour le faire. Comment est-ce qu'on gagne de l'argent? Ils nous payent des souscriptions pour avoir la moto pendant 12 mois, également aussi pour les smartphones, pour ceux qui écrivent pour les smartphones. Nous avons des commissions auprès des microcrédits parce que les banques veulent donner crédit, mais ils n'ont pas l'expertise pour les contrôler. Donc ils le font avec nous, nous avons des commissions. Et également, nous avons des commissions sur les assurances que nous faisons. Bon, ça c'est un peu notre économique. Comme traction à ce jour, nos chiffres, l'année dernière, on a fait 1,5 million de dollars de souscription sur notre plateforme, donc pratiquement 1 milliard. On a eu un revenu de 500 000 dollars. On a pu financer près de plus de 1300 chauffeurs avec un impact indirect de 13 000 personnes à ce jour au Cameroun. Nos partenaires, on a levé l'année dernière 3,5 milliards avec Advance Cameroun. Nous avons signé avec Yango afin que ces chauffeurs qui ont les motos puissent vraiment travailler sur Yango pour avoir des revenus additionnels. Nous avons nos partenaires assureurs, Atlantic Assurance et nos fournisseurs de A7 qui est TVS Samsung. Nous avons également des concurrents. On a un concurrent qui s'appelle Max. En 2022, Max nous a fait une offre de rachat à 4 milliards. Nous avons refusé et nos investisseurs nous ont traités de fous. Parce que pour eux, 4 milliards, tu as 34 ans, qu'est-ce que tu fais pour refuser? De dollars? Non, de francs CFA. On a refusé, mais aujourd'hui, nous valons plus que ça et on vient de lever 100 000 € d'un fonds français. Aujourd'hui, il me dit, Patrick, en fait, tu es un visionnaire. Donc, tu avais raison de refuser l'offre. On a également un concurrent Gozem qui est une boîte française basée à Singapour, qui est aussi sur le marché. Mais nous, comment est-ce que nous faisons mieux qu'eux? Nous ne finançons pas nous-mêmes ces chauffeurs, mais nous le faisons à travers les banques sur place, parce qu'on n'a pas l'agrément pour faire du crédit. Donc nous sommes un intermédiaire entre les banques institutionnelles et le secteur informel. Alors que ces deux-ci le font directement, du coup, ils ne peuvent pas faire du microcrédit que nous faisons. Nos équipes, des jeunes, nous avons M. Yassine Faye, notre CFO, qui a travaillé pour une boîte française à Yaoundé et qu'on a débauché pour nous rejoindre comme directeur financier. J'ai mon associé avec qui j'ai travaillé en Allemagne chez Porsche, qui est mon CTO. Et nous avons également nos jeunes, les jeunes qu'on a pris même comme les stagiaires. Et aujourd'hui, ils sont montés en puissance et c'est grâce à eux qu'aujourd'hui BIR continue à exister depuis 7 ans.
Bon, à ce jour, on est en train de lever les fonds, c'est pas ça le but de mon organisation, mais en gros, pour vous dire que, bien à ce jour, on a une plateforme de près de 17 000 chauffeurs enregistrés. On vient de signer un partenariat de 1,4 milliard avec CCA Bank pour pouvoir augmenter notre ligne de crédit. Donc, mais ça peut être facile, ça prend 8 ans, alors qu'ailleurs, ça prend 2-3 ans. Donc, c'est pourquoi on espère qu'au bout de cet échange, vous pourrez nous dire comment est-ce que vous pourrez faciliter encore notre croissance. Merci beaucoup. Très impressionné par la capacité justement des jeunes à partir d'une observation. Il nous dit que sur le chemin de l'aéroport vers la ville, ça a fait des clics dans sa tête. Et c'est cela justement la chance que nous avons, que même à l'échelle continentale, l'Afrique a d'avoir des jeunes. On veut nous faire croire que c'est un malheur pour l'Afrique, c'est une richesse incontestable. Nous pouvons être dans des difficultés aujourd'hui parce que on a une population importante et beaucoup de pauvreté, mais c'est cette population qui va se transformer en une source extraordinaire de richesse demain. Je suis également frappé par la capacité justement des jeunes de trouver des opportunités là où un œil non exercé croirait que c'est plutôt un problème. C'est-à-dire de partir de ce que beaucoup d'entre nous pouvaient regarder comme étant un fléau, c'est-à-dire les bains sikines. Oh ouais, ça gêne la ville, ça va de créer justement une affaire comme cela à partir d'une amélioration des conditions d'exercice de leur métier par les bains sikines. C'est juste fascinant. Maintenant, je voudrais poser une question. Est-ce que dans votre modèle, vous avez des relations avec l'État et quel type de relations vous avez avec l'État? Je parle de l'État au sens global. Ça peut être la commune, c'est-à-dire la ville, la grande ville de Douala ou quelques collectivités publiques que ce soit. Et donc c'est ma première question. La deuxième, je peux, enfin, en dehors de la question, j'ai plutôt une remarque. Vous avez parlé tout à l'heure justement de financement et vous avez posé la question de savoir ce que nous avions à l'esprit ou en projet pour ce genre d'activité. C'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que lorsqu'on a une activité comme celle-là, et peut-être j'aurais dû d'abord vous laisser répondre parce que pour moi, ce que je vais vous dire sur le financement est en lien aussi avec les rapports entre une entreprise comme celle-là et l'État ou les pouvoirs publics. Donc, est-ce que vous avez des rapports avec l'État? Je vais dire oui, non. Oui, parce que déjà, nous avons été à maintes reprises contactés pour pouvoir présenter notre vision. Mais à ce jour, il n'y a aucun contrat. Parce qu'en réalité, nous avons toujours souhaité à dire à l'État, nous pouvons vous donner une plateforme pour visualiser en temps réel l'ensemble des véhicules qui roulent dans la ville. Avec un GPS à temps réel traqué, qui va réduire même la sécurité, qui va réduire la criminalité. Mais on n'a jamais eu une réponse par rapport à cela. Et on a également contacté la tutelle du transport à Yaoundé pour le faire part de notre vision sur la moto électrique. Parce qu'aujourd'hui, je sors de la Chine, on est en train de lancer notre propre usine de moto électrique en Chine. La deuxième phase au Cameroun pour l'assemblage. Parce qu'on s'est dit aujourd'hui, pour faire 12 000 francs de recettes, un chauffeur, il dépense carburant de 3 000 francs. Il dépense chaque mois 12 000 francs pour la vidange. Alors qu'avec une moto électrique, il dépense 600 francs pour faire 12 000 francs. Parce que 1 kW, c'est 90 francs et il a besoin de 4 kW pour faire la même distance. Et donc, voilà les dispositifs qu'on peut faire. Et ce qu'on demande, parfois, on ne demande même pas l'argent parce que nous avons des partenaires financiers qui peuvent nous mettre de l'argent. Mais on veut un cadre. On se dit, si on vous donne l'argent et après demain, pour résoudre une autre, on vous arrête ou on vous tape de sanctions, comment je fais ressortir mon argent? Donc, aujourd'hui, il n'y a pas encore un accord et on est toujours ouvert. D'accord. Merci beaucoup. Justement, ça, c'est ça un peu le nœud du problème dans notre pays en particulier. On n'est pas là pour jeter la pierre à qui que ce soit, c'est pas le sujet, mais je pense qu'on n'est pas suffisamment attentif
voilà, au bouillonnement qu'il y a dans la société, c'est-à-dire aux capacités d'innovation de notre jeunesse et de comment en fait on peut juste l'accompagner. Parce que quand on voit ça, ce que vous êtes en train de faire, déjà même chiffre d'affaires, c'est quand même impressionnant pour une jeune entreprise, d'un jeune, enfin ou de jeunes, de quelques jeunes, partis comme ça. Et moi je continue de penser qu'au lieu de multiplier les institutions financières, l'État gagnerait énormément à ouvrir des lignes de financement auprès des banques. Si je veux, moi, financer les PME, je n'ai pas besoin de créer une banque de PME. Parce que le coût d'infrastructure va bouffer une partie de ce financement que j'aurais pu mettre à la disposition des jeunes. Les lourdeurs bureaucratiques. Alors que si j'ouvre une ligne de crédit auprès de 3, 4 banques de la place, sérieuses de la place, et que effectivement nous ayons des comités, dans ce qu'on appelle des comités de sélection, mais on peut appeler ça autrement, c'est-à-dire justement quand on fait c'est un peu ce que je disais à partir de l'expérience du Kenya, vous venez présenter votre projet devant des entrepreneurs qui jugent, apprécient et tout. Si l'État veut être dedans, il peut être dedans. Il peut envoyer quelqu'un dans cette équipe-là avec des professionnels qui ont l'œil exercé, qui savent, lorsque vous avez fini de présenter un projet, ils voient tout de suite les loopholes, c'est-à-dire les points faibles et tout, et vous interrogez là-dessus. Après, on met votre financement à votre disposition. Parce que la banque va avoir l'avantage de faire son travail traditionnel, de suivi, et il va juste payer, prélever un certain nombre de frais, voilà, de commissions, voilà, pour ça changer. Ça va être performant. Donc moi, ça c'est le modèle que j'ai en tête. C'est-à-dire, c'est pas de multiplier les institutions financières d'État. Évidemment, si les privés veulent créer autant de banques qu'ils veulent, ça c'est tout à fait le business, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas la peine que l'État lui-même multiplie les institutions financières et bancaires, parce que c'est donner des positions à des fonctionnaires. Nous savons tous que ce sont les fonctionnaires qui sont nommés à la tête dans ces banques-là qui vont continuer parfois justement les mauvaises pratiques que nous connaissons. Donc moi je dis juste pour terminer que ce par quoi vous avez terminé m'interpelle beaucoup et je souhaite vraiment que nous soyons en tant que pays demain en capacité de vous permettre d'aller au bout de cette logique, c'est-à-dire de commencer par fabriquer en Chine, mais finalement de venir assembler ici. Parce que c'est déjà un pas dans le transfert de technologie. Parce que les ouvriers qui vont assembler cela, à la limite verront comment ça fonctionne, y compris parfois jusqu'au moteur. Voilà. Et donc d'ici une dizaine d'années, on aura effectivement des Camerounais capables de produire. Ça, c'est vraiment le genre de projet qui, à mon sens, mérite d'être accompagné. Merci, monsieur. Donc voilà, nous avons regardé la vidéo et pour moi, même s'il s'agissait d'une stratégie politique, genre on embrouille, on va embrouiller le peuple encore comme on l'embrouille depuis un certain moment, depuis de longues années d'ailleurs, c'est que c'est une belle stratégie politique. Pouvoir discuter avec des gens qui exercent dans différents domaines permet de comprendre en réalité qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il faut améliorer. Et là, vous l'avez écouté, le monsieur nous dit la technologie va constituer l'un des piliers sur lequel l'économie camerounaise et son développement va se construire. La technologie, pour lui, va intervenir dans tout le domaine, y compris le domaine où le Mertas fait, le domaine militaire. Et là, ces entrepreneurs ont donné leur avis parce qu'ils croient en la proposition, en l'offre politique que le professeur Maurice Kamto leur propose. 2025, octobre 2025, c'est demain, probablement. Et là, vous avez un homme qui va d'un endroit à un autre, d'un secteur à un autre, et qui essaye d'évaluer avec les uns et les autres qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir le Cameroun de la gadoue dont il s'imagine qu'on y vit depuis plusieurs décennies. C'est pas lui seul qui s'imagine. Bon, maintenant, est-ce que vous êtes d'accord avec sa démarche? Est-ce que vous pensez que il pense l'avenir du Cameroun, qu'il veut repenser l'avenir des Camerounais
vous laissez votre avis sur notre page, sur notre plateforme. Merci de nous avoir regardés.